En cette veille de Noël, Lucas et Sophie sont seuls, chacun de leur côté. Ils travaillent ensemble, sont amis, mais ont menti sur le Noël qu'ils allaient passer. Lucas a dit à Sophie qu'il allait réveillonner avec sa famille, passer la journée de Noël auprès d'eux et se prêter à quantité de traditions. Sophie, quant à elle, a prétendu qu'elle passerait un Noël à la montagne, avec des amis, un Noël de rêve. Seulement, tout deux mentent. La pression sociale et la peur du jugement leur ont fait inventer ces histoires, alors qu'ils sont, l'un comme l'autre, seuls pour Noël, comme depuis plusieurs années maintenant. Ce mensonge va, malgré eux, les entraîner dans la dimension de la peur. Lucas se rappelle le bon vieux temps, la famille réunie, les amis, une maison pleine de monde. Les bonheurs simples autour du feu de cheminée, les cadeaux modestes mais qui faisaient plaisir à chacun. Point de tablette ni de téléphone, mais un téléviseur cathodique en fin de vie, laissé allumé pour attendre la messe de minuit. C'est grand-mère Eugénie qui attendait particulièrement cela. Ne pouvant plus se déplacer à l'église du village, toute la famille veillait à son confort et à ce qu'elle puisse malgré tout assister aux traditions qui lui sont chères. Aujourd'hui, grand-mère Eugénie n'est plus. Et comme dans beaucoup de familles, la période de Noël est synonyme de mauvais souvenirs, de décès d'êtres proches, de blessures non refermées. C'est le cas de Lucas. Il y a 1 an, il a quitté son village natal pour aller à Paris, vivre son rêve. Lucas s'est rapidement fait des amis comme Sophie. Ils sortent, voient du monde, mais une fois rentrés chez eux, dans leur minuscule appartement parisien, la solitude les attend comme une vieille amie aussi rassurante que terrifiante. Lucas l'ignore, mais Sophie, quant à elle, n'a plus du tout de famille, ou bien n'en a jamais eu. Son enfance, elle l'a passée en famille d'accueil et pensionnat, ne connaissant ni Noël magique, ni la joie de se retrouver en famille. Ce Noël, pour elle, est guère différent des autres. Elle va regarder Netflix jusqu'à minuit et au petit matin retourner travailler. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Vers les coups de minuit moins 10, Sophie entendit frapper à sa porte. Paniquée de qui pouvait bien vouloir lui rendre visite à cette heure-ci, elle se ressaisit et pensa que c'était Lucas. Ce qui n'a aucune logique puisqu'elle lui a raconté être au ski. Elle avait oublié son propre mensonge et en quelques minutes ajusta sa coiffure, ajouta du parfum et enfila sa plus belle tenue. Mais quand elle ouvrit, ce ne fut pas Lucas, mais une chorale qui entonnait des chants de Noël. Sophie était déçue. Elle ne claqua pas la porte par politesse, mais en eut intérieurement envie. Quand soudain, une petite fille de la chorale au visage angélique lui tendit un flocon de neige en papier qu'elle avait fabriqué. La petite fille lui dit de l'ouvrir à minuit précise et de faire un vœu. Sophie, touchée par cet enfant, remonta dans son appartement et à minuit précise ouvrit le flocon. Elle lit à voix haute. À minuit, la lumière visite les cœurs solitaires. Le flocon dégage alors une intense lumière qui fait basculer Sophie à la renverse. Quand elle se relève, elle entend la petite fille lui dire « Quand sonne minuit, regarde celui qui reste dans l'ombre ». Elle visualise comme par magie Lucas seul chez lui et ne comprend pas. Mais il n'a pas toute sa famille, comme il le lui avait dit. Elle comprend alors que, comme elle, Lucas lui a menti. Cependant, elle ne peut pas débarquer chez lui ou lui téléphoner à cette heure-ci. Ce serait incorrect. Fatiguée par ses émotions, elle va se coucher. Lucas, lui,
veille encore. Il a passé un réveillon aigri, solitaire. Il n'a pas ouvert la porte à la chorale afin de ne pas avoir à entendre ces chants de Noël et de ne pas avoir à donner 1 centime à ses chanteurs. La tradition voulant qu'on leur donne quelque chose en échange de leur chant. Lucas n'a pas non plus ouvert aux pompiers, plus tôt dans la semaine, qui venaient porter le calendrier en échange de la traditionnelle étrenne. Il ne ressent aucune culpabilité à cette heure-ci, mais une douleur, comme une plaie toujours ouverte. Alors qu'il s'endort dans son canapé, une lumière vient aussi le frapper. Il voit son appartement en flammes et les pompiers intervenir pour le sauver. L'un d'eux se retrouve bloqué sous une poutre qui est tombée. Il sera blessé à la jambe pendant plusieurs mois. Il reprend le travail, partiellement guéri, et sonne par hasard chez celui qui l'a sauvé quelques mois plus tôt, qui a dû, aujourd'hui, changer d'adresse. Lucas lui ouvre la porte et déclame « Je ne donnerai pas 1 centime, vous m'entendez? Pas 1 centime !» La scène se répète à l'infini, en boucle. Lucas, dans son sommeil, suffoque, épuisé par la répétition de ce cauchemar sans fin. Je ne donnerai pas 1 centime, vous m'entendez? Pas 1 centime. Je ne donnerai pas 1 centime, vous m'entendez? Pas 1 centime. Enfin, le calme. Lucas visualise la chorale qui lui a rendu visite plus tôt dans la soirée. La chorale toque à la porte de Sophie qui le rouvre et reçoit le flocon de la petite fille. Sophie essuie une larme et remonte ensuite à son appartement. Lucas est sous le choc. Si cette vision est vraie, Sophie était seule le soir du réveillon. Il la voit ensuite ouvrir le flocon et prononcer « À minuit, la lumière visite les cœurs solitaires ». Il se réveille brusquement, complètement dérouté. Il réalise qu'il s'est mal comporté et que son passé ne justifie pas tout. Quand il rentre dans sa salle de bain et jette un œil dans le miroir, il reste horrifié. Il est grimé en Scrooge, ce personnage de Dickens dans le conte Un chant de Noël. Une voix diabolique retentit. Tu t'es mal conduit, Lucas. Tant que tu n'auras pas réparé le mal que tu as fait, en Scrooge, tu resteras grimé. Après un moment de panique, s'être recouché, relevé encore et encore, en espérant que ce mauvais rêve allait passer, Lucas dut réaliser. Tout ceci était vrai. C'est ce qui arrive parfois, dans la dimension de la peur.